Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitateur, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Nicolas. Salut Nicolas. Salut Timothée, merci de m'avoir invité. Alors Nicolas, est-ce que tu veux te présenter un petit peu nos auditeurs ? Pareil, je suis pris au dépourvu, je sais pas me présenter, mais voilà, je m'appelle Nicolas, Kazend sur Internet. Voilà, les jeux vidéo, c'est une longue histoire aussi pour moi. J'ai beaucoup d'affinités pour les jeux de baston, les jeux un peu de gestion et tout ça. Et hors de ça, donc je te l'annonce maintenant, Timothée aussi, je suis en train de faire une reconversion professionnelle en sapeur-pompier spécialisé dans les prises chaudes. Extrêmement intéressant parce que des prises chaudes, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc je rappelle pour les auditeurs qui découvrent ou pour les auditeurs qui ont oublié, dans cette émission, on va essayer de développer des idées un petit peu originales, d'avoir des angles d'attaque un petit peu différents pour parler de jeux vidéo. Et l'émission que vous allez écouter maintenant va parler un petit peu de fin du monde, un sujet qui est tout à fait d'actualité dans notre environnement post-capitaliste de crise climatique. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Nicolas, la fin du monde dans les jeux vidéo ? Là, de tête, et j'ai hâte de voir où la conversation pourra m'emmener pour que j'ai d'autres références en tête, mais là, pour l'instant, ça ne m'évoque que le scénario d'à peu près 95% des JRPG où l'enjeu de fin du monde, c'est le seul enjeu à la hauteur de toute façon des histoires de ces jeux-là, et voilà. Ça, je pense du coup à la fin de Tales of Symphonia ou à la fin de n'importe quel autre de ces jeux où à un moment en fait t'affrontes une espèce de divinité ou un truc qui te permettrait de sauver la planète ou tout ça. Alors effectivement, il y a quelque chose de très intéressant avec la fin du monde d'un point de vue ludonarratif, c'est que ça permet d'avoir une motivation très forte pour les personnages et pour la personne qui joue, puisque sauver le monde, c'est très important quand on est à l'intérieur du monde dans lequel on joue. Mais c'est pas toujours présenté de la même manière. C'est vrai que pour les RPG, pas que les RPG japonais d'ailleurs, il y a beaucoup de RPG européens aussi ou américains qui sont aussi très aptes à présenter les personnages à des situations où ils doivent sauver le monde et où du coup le but n'est pas tellement d'être confronté à la fin du monde mais à l'empêcher. Mais il y a aussi des jeux qui parlent très différemment de fin du monde et notamment des jeux qui parlent de ce qui se passe après la fin du monde. Est-ce qu'il y a des séries de ce genre-là qui te viennent à l'esprit, auxquels tu as joué, qui t'ont plu ? Ouais, maintenant qu'on a reformulé le truc, c'est vrai qu'il y a ces jeux où le monde n'est plus sauvable et il faut faire avec. Et c'est vrai que les Fallout, en tout cas dans mon expérience, ce sont ceux qui viennent le plus directement, évidemment. On s'est fait Fallout 2 cet été et moi je l'ai découvert pour la première fois. Et c'est un jeu où tu comprends qu'en fait, ça sera juste impossible de sauver le monde. Voilà. Alors effectivement, les Fallout, ce sont des jeux qu'on décrit comme post-apocalyptiques, où donc l'univers se passe après que le monde tel que nous on le connaît a pris fin, a subi un effondrement, une guerre, une catastrophe, qui fait que les conditions de vie ne sont plus les mêmes. Pour d'autres jeux très célèbres qui ont les mêmes paramètres, on pensera à des jeux comme The Last of Us qui présentent la même thématique. Les jeux avec des zombies en général, les jeux The Walking Dead par Telltale qui sont dans un univers post-apocalyptique aussi. Et puis Borderlands et des choses parfois très sombres, des choses parfois plutôt fun, mais où il y a toujours cette idée que le monde ne peut plus être sauvé, comme tu l'as dit. Et où du coup les histoires vont partir dans des directions assez différentes. Pour faire quelque chose de beaucoup moins subtil et beaucoup plus bourrin, on pensera au premier Darksiders, où le tuto du jeu se passe littéralement pendant l'apocalypse,
où on incarne un des 4 cavaliers d'Apocalypse d'ailleurs. Et du coup, le monde, la Terre est dévastée, les humains sont tous morts. Et ce qui se passe, c'est que l'histoire qui est racontée est une histoire de vengeance, où notre personnage, War, essaye de laver son honneur et de se venger des personnes qui l'ont accusé à tort d'avoir provoqué la fin du monde. Et du coup, la fin du monde ici devient simplement un prétexte ou un contexte au déroulement de l'histoire qui, elle, pourrait être une histoire de western ou une histoire de film noir beaucoup plus conventionnelle en dehors de ce point de départ et de cette mythologie qui sont accolés. Et du coup, voilà, on a grosso modo des jeux qui se passent avant la fin du monde et on essaie de l'empêcher, des jeux qui se passent après la fin du monde et où on a des histoires plus ou moins conventionnelles qui vont se dérouler avec cette fin du monde en toile de fond. Mais très souvent, voilà, on a ces jeux où la fin du monde, c'est quelque chose d'irrémédiable et où le monde ne pourra plus jamais être restauré, ne pourra plus jamais être comme avant. Et où c'est souvent présenté comme quelque chose de triste qu'on regrette. Alors que, en fait, peut-être qu'on pourrait créer un monde meilleur sur les cendres de celui sur lequel on est. Et surtout, peut-être que une fois que le monde a changé, il n'est pas forcément fini. Et on peut être confronté à un monde nouveau qui a ses propres règles et qui a, par certains aspects, des choses nouvelles à dire, des choses plus intéressantes ou des choses qui sont porteuses d'espoir. Notamment, une série qui pour moi fait ça très très bien et qui est peut-être la série qui pour moi parle de la manière la plus intéressante de fin du monde, c'est la série The Legend of Zelda. Est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir quand je dis... J'ai même jamais joué à ces jeux. Ah bon? Ouais, mais en fait, avec tout ce que t'as dit, le premier jeu en fait, de tous les Zelda, c'est Link's Awakening, où t'as littéralement la fin d'un monde. T'as un monde qui se dissipe à la fin du jeu. Ah oui, pardon, j'ai raconté la fin de Link's Awakening sur Game Boy. Mais c'est ça, t'as littéralement le monde qui disparaît en fait. C'est pas souvent l'enjeu de fin du monde dans les JRPG ou tout ça, ça va être en fait personne ne veut détruire la planète ou le monde dans lequel on vit. En fait, il y a juste une entité menaçante qui va en prendre le contrôle. Et du coup, pour les gentils, les personnages qu'on incarne, ça signifie la fin de tout ce qu'on connaît, mais du coup, on va juste s'opposer à des plans machiavéliques. Mais c'est vrai que dans Zelda, du coup, il y a une autre approche, donc je te laisse développer. Alors, si vous êtes né après 1993 et que du coup, vous n'avez pas joué à Link's Awakening sur Game Boy à l'époque, eh ben, désolé, voilà. J'ai tout gâché. Voilà, il a tout gâché, c'est terrible. Ne vous inquiétez pas, les gens de la sécurité vont tranquillement escorter Nicolas en dehors du studio. J'ai été invité. Eh oui, mais voilà. Et il faudra que tu rembourses ton invitation d'ailleurs tout à l'heure. Pour cette terrible transgression. Non, moi ce qui m'intéresse dans Zelda, c'est que en fait, le thème de la fin du monde est vraiment dans l'ADN de la série et pas seul. Et donc Link's Awakening, c'est un bon exemple puisque la fin du monde n'est pas une fin, mais un moyen, parce que le seul moyen pour Link de se réveiller, parce que oh là là, tout ça c'était un rêve. Oui, Zelda l'a fait. Pour les gens qui ne savaient pas. Le seul moyen qu'il a pour se réveiller, c'est de laisser ce monde-là derrière lui, et donc de détruire le monde pour retourner au monde réel. Et en fait, voilà, dans les Zelda, quel que soit le titre sur lequel on se penche, ou presque, parce que, bon, je vous avoue que Spirit Tracks sur DS, si vous me demandez de faire le lien avec la fin du monde, je vais pas faire le fier, mais on y reviendra. Non, mais par contre, tous les autres Zelda, si on y regarde de près, il y a toujours cette idée de fin du monde, parce que la présence de Ganon, qui est donc le grand méchant des Zelda dans l'univers, c'est quelque chose qui va être très menaçant et parfois être synonyme de fin du monde, parce que la domination du monde par Ganon, c'est quelque chose qui n'est pas seulement équivalent du point de vue des gentils à la fin du monde, mais parfois c'est quelque chose
vraiment apocalyptiques, notamment dans le prologue non vécu de Breath of the Wild, donc le dernier Zelda sorti sur Nintendo Switch. On est 100 ans après la destruction du monde connu par Ganon, et voilà, Ganon ne cherche pas à dominer le monde, il cherche simplement à le détruire du fait de sa nature maléfique. Et voilà, donc dans les Zelda, il y a cette idée que le méchant va essayer de détruire le monde, parfois de manière indirecte, parfois de manière voilée, parfois de manière très directe. On pense à Majora's Mask, où on a la lune suspendue au-dessus du pays de Termina, qui est le théâtre des événements de Majora's Mask. Mais souvent, les Zelda se passent, comme Breath of the Wild, après la fin du monde, ou présentent une partie de leur jeu comme ayant subi une fin du monde. Par exemple, A Link to the Past, où on peut aller entre le royaume d'Hyrule et le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, on découvre que c'était le royaume sacré de la Triforce, qui a été corrompu par l'influence de Ganon, et qui du coup a subi, qui est un monde qui est fini. C'est une fin du monde. Si on prend Ocarina of Time, c'est un petit peu pareil. Si on voyage dans le futur, on voit que le monde a été complètement ravagé par le règne de Ganondorf au cours des 7 années où Link est en sommeil magique. Si on prend The Wind Waker, eh bien, The Wind Waker, c'est Waterworld. D'ailleurs, sur Ocarina of Time, j'avais aussi cette image en tête, c'est quand tu as parlé du coup des moments non vécus de Zelda où on te parle de fin du monde, donc dans les prologues qui sont souvent des successions d'images fixes, tout ça. Dans les moments que tu vis, en effet, donc il y a ce que tu as dit sur Link to the Past, mais dans Ocarina of Time, la première sortie du temple du temps quand tu es adulte, c'est le moment le plus marquant dans beaucoup de Zelda. D'ailleurs, je trouve le sommet de ce qui peut arriver de pire, entre guillemets, des pires visions de Ganon a gagné, ça donne ça. T'as un village complètement dépravé, t'as des zombies dedans, bon, c'est des effrois, mais et cette vision-là, je la trouve limite presque plus forte que tout le contexte angoissant de Majora's Mask ou les enjeux des autres Zelda où les visions de fin du monde, soit Link va les repousser ou soit Link va les connaître, mais du coup, tu vois, le monde des ténèbres dans Link to the Past, ça va en fait, t'as juste des monstres un petit peu rigolos ou des personnages qui ont mal tourné et tout, mais t'as rien d'aussi lugubre que le village de Hyrule dans Ocarina of Time quand tu reviens, que le ciel est noir, que les habitations sont vides et que t'as juste ces horribles effrois qui arpentent les rues. Voilà. Effectivement, c'est un visuel qui est très marquant. D'ailleurs, ce qui est très marquant aussi, c'est que voilà, on est dans le temple du temps, on récupère l'épée de légende, Link devient adulte, le temple du temps n'est pas modifié, la structure reste la même, il y a toujours la musique, et quand on sort, il n'y a plus de musique. Et ça, c'est quelque chose de très marquant, puisque ce sont des jeux très musicaux, des jeux où il y a toujours une piste musicale derrière, sauf dans Breath of the Wild où on a un chat sur un piano. Du coup, oui, c'est vrai que c'est un visuel qui est très marquant, mais c'est quelque chose qui est vraiment toujours présent. Et même dans des épisodes où on s'y attend pas, si on prend les Oracle sur Game Boy Color, c'est pareil. Dans Oracle of Seasons, les saisons sont déréglées parce que Dean ne peut plus faire son boulot pour arranger les saisons, et du coup c'est un monde qui est dans le chaos le plus complet, donc qui est au beau milieu de la fin du monde. Oracle of Ages, c'est pareil, l'antagoniste cherche à réécrire l'histoire, et donc ça a des impacts sur le monde autour qui plonge aussi dans le chaos. Donc ce sont des jeux qui se passent au beau milieu d'un monde qui est en train de finir. Et c'est des choses qui sont très marquantes. Et moi, ce qui me plaît dans la manière d'aborder la fin du monde dans les Zelda, c'est le fait d'en parler avec un certain optimisme. Notamment Breath of the Wild,
on est 100 ans après une catastrophe d'ampleur mondiale. Tout le royaume d'Hyrule a été ravagé. Et pourtant, les gens sont toujours là. Ils ont rebâti. Ils ont des vies tranquilles. Ils ont laissé ça derrière eux. Et les problèmes qu'ils rencontrent, Link est capable de venir les résoudre. Il est capable de ramener de la normalité dans ce monde qui a déjà connu une fin. Et c'est un point de vue que je trouve vraiment agréable, surtout comparé à des expériences comme des Fallout, où on se rend compte que ce qu'on a essayé de faire, c'était un hareng rouge et ça ne menait nulle part, et où on a le choix entre la peste et le choléra comme solution à la fin du jeu. Là, on se dit, peut-être que finalement, ce monde dans lequel on se retrouve, c'est un monde dont on peut faire quelque chose sans chercher forcément à réhabiliter le monde tel qu'il était auparavant. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ça. Moi, je pense aussi à certains genres, à certains jeux du genre gestion ou STR où je crois que c'est Frostpunk qui se déroule justement dans un monde post-apocalyptique du coup où en fait il faut rebâtir du coup réorganiser il me semble bon pas spécialement la vie mais en tout cas des industries ça mais t'as rarement la question de recréer un monde nouveau qui éviterait du coup en fait une fin du monde tragique telle qu'elle a été écrite dans l'histoire. Le but c'est toujours soit de survivre. Last of Us, c'est un peu ça aussi. T'as cette approche très angoissée de bon déjà c'est un angle particulier, c'est on t'impose un petit peu au chausse-pied le délire que l'homme est un loup pour l'homme, qui pour moi est un trope un petit peu suranné et trop utilisé. Et ouais, souvent les jeux du coup qui vont parler de l'après fin du monde vont rarement avoir à l'idée de proposer des alternatives optimistes là-dessus. Et donc ouais, Breath of the Wild, ouais, je vois où tu veux en venir du coup aussi à ce sujet-là. Du coup, j'attends vraiment de voir ce que donnera le 2. Je sais même pas s'il se situe après ou quoi, mais j'aime beaucoup l'aspect en fait décalage temporel où ouais, t'as 100 ans qui se sont déroulés. Et si tu regardes, en fait, nous, il y a 100 ans, du coup, c'était l'entre-deux-guerres, tout ça, ça paraît lointain, en fait. Donc, les événements tragiques vécus dans Breath of the Wild, ils paraissent aussi lointains aux habitants qu'on connaît que nous, les événements d'entre-deux-guerres. Et en effet, oui, on est passé à autre chose. On n'aborde pas la vie sous l'angoisse de ces événements, et on sent bien ça dans Breath of the Wild, justement, que les personnages mènent une vie et reconstruisent des choses. Et c'est un truc qui motive vraiment, du coup, à en fait ne plus s'intéresser de cette quête de fin du monde et à juste aider ces gens à cueillir des champignons, à récolter du curry et à faire la chasse aux libellules juste pour faire avec ce monde ravagé, en fait. Ouais, tout à fait, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis il y a un autre aspect qui est pas propre aux Zelda, mais qui est propre à beaucoup de jeux où il y a de l'aventure, de l'exploration, c'est que on est souvent confronté à explorer des ruines. Et qui dit ruine dit un monde qui a existé auparavant et qui maintenant n'existe plus. Et nous, on est là pour explorer ce monde. Et on se préoccupe pas nécessairement du sort des habitants du monde auquel appartenaient ces ruines avant que ce soit des ruines. Ou alors c'est un scénario extrêmement empoulé où il faut soit on a un protagoniste qui a un lien quelconque avec cette civilisation perdue, soit il faut restaurer la civilisation perdue pour faire face aux problèmes racontés dans le jeu. Mais en général, c'est juste des ruines. Et on se préoccupe pas de savoir si c'est intéressant de restaurer ce que représentaient ces ruines autrefois. Je sais pas trop comment rebondir là-dessus. C'est la preuve que mes opinions sont absolument irréfutables. Et c'est là que vous voyez la puissance des cerveaux cosmiques qui travaillent ici à Hot Takes et Slow Burn.
Blague à part, ce dont on a parlé, c'est des jeux où la fin du monde est soit une motivation pour les protagonistes, soit une toile de fond pour raconter le monde dans lequel on évolue, qui est, ce monde post-apocalyptique. Mais on n'a pas beaucoup d'exemples de jeux où la fin du monde est une mécanique à part entière. Est-ce qu'il y a des jeux qui te viennent à l'esprit de ce point de vue-là? Alors, dans le registre du JRPG, et peut-être que je choisis pas le bon angle pour répondre à ta question, mais il y a Chrono Trigger où les voyages dans le temps, enfin du coup les événements qu'on choisit de faire, du coup, tu te motives en fait à remonter dans le temps parce que tu es confronté à des scénarios de fin du monde en fait dans le jeu à répétition. En fait, tu vas dire merde, j'ai pas tout fait, merde, j'affronte Lavos au mauvais moment, donc je recommence. Et du coup, ce côté merde, je me heurte toujours à cette histoire de fin du monde, à ce sort inéluctable, donc ça va pas, donc je recommence et j'essaye autrement. Je sais plus quoi, là, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Mais bon, j'ai eu ça en tête. Je sais pas si tu penses à autre chose, dans d'autres registres, d'autres types de jeux. Alors c'est vrai que Chrono Trigger c'est un bon exemple puisque on a cette créature de cauchemar, Lavos, qui est tout le temps là et qui met fin à plusieurs mondes d'affilée. Le monde préhistorique, le monde antique, et qui menace de mettre fin au monde moderne dans lequel naît Chrono et rencontre Marle et Lucas. Et puis même le monde post-apocalyptique dans lequel on rencontre le robot. C'est un jeu qui parle très bien de fin du monde aussi, Chrono Trigger. Et si vous aimez les hot takes, vous serez ravis d'apprendre que, à mon avis, Chrono Trigger, c'est le meilleur Final Fantasy. Mais c'est... Dans un univers où Final Fantasy VI n'est pas sorti peu de temps après ou avant, je ne sais plus, c'est compliqué. Mais Final Fantasy VI qui parle aussi de fin du monde, mais d'une façon... Tu le mets très bien en scène aussi, en fait. Mais pardon, je te laisse finir ta hot take. Peut-être que tu as envie de continuer à prouver l'improuvable, mais vas-y. Ah c'est pas compliqué. Chrono Trigger, c'est un jeu c'est un JRPG avec une jauge d'action qui se remplit en temps réel et où il y a des objets de régénération de points de magie qui ne se vendent pas dans les boutiques et qu'on ne peut que trouver dans les donjons. Il y a des élixirs. Il y a tout le... Comment dire ça ? Il y a tous les atours d'un Final Fantasy, sauf que, contrairement à beaucoup d'entre eux, on se fait pas chier quand on y joue, et ça prend 25 heures au lieu de 100. Donc, je n'ai aucun scrupule à dire que c'est le meilleur Final Fantasy. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ça se défend. Mais vu qu'on parle de fin du monde, on pourrait parler de FF6. T'aurais pu faire tes devoirs et jouer à FF6. J'aurais pu, mais si j'avais fait mes devoirs, est-ce que ce serait vraiment un épisode de Hot Takes et Slow Burn ? Évidemment que non. Non, par contre, le jeu auquel je n'ai pas joué, mais dont je vais parler quand même parce que mon intégrité journalistique est celle de quelqu'un qui n'est pas journaliste, c'est The Outer Wilds. Est-ce que tu vois ce que c'est, ce jeu ? Oui, mon sourire vient de s'effacer parce que moi non plus j'y ai pas joué, mais je connais juste sa réputation de Fallout, mais c'est pas Fallout, et malheureusement c'est un peu moins bien. Mais c'est tout ce que j'en ai lu, et peut-être que c'est injuste. Alors, tu confonds avec The Outer Worlds, qui est Ok. le Fallout par Obsidian, et c'est pas du tout de ça que je parle. Ok. Nous parlons de The Outer Wilds, le jeu où le système solaire dans lequel évolue le petit astronaute qu'on incarne explose toutes les 20 minutes. Ouais, ok, je vois. Ouais. Et c'est vrai que oui, du coup, la mécanique d'explosion de l'univers est intégrée au jeu. Et c'est très intéressant. Et j'aurais aimé dire ça avec plus de conviction, mais pour ça, il aurait fallu que je termine le jeu. Or, je m'y suis juste essayé pendant quelques heures et je m'y investirai plus ultérieurement. Mais j'aime beaucoup la proposition du jeu d'ailleurs là-dessus. Mais au début du jeu, en fait, c'est frustrant, surtout quand on est encore au stade de
Merde, je veux comprendre ce qu'il y a à faire dans ce jeu, je veux comprendre où est-ce que je peux aller et tout. Et je pense qu'il y a un stade où tu te rends compte que ok, ça fait partie de l'expérience et du propos du jeu, cette histoire de fin du monde et tout. Mais j'en suis pas encore arrivé au stade où ok, j'ai intégré ça à mon plaisir de jeu. Je pense que c'est une case par laquelle sont passés tous les gens qui ont adoré l'expérience proposée par Outer Wild. Mais du coup, je pourrais pas développer ou tout ça. Ce qui est terrible, c'est que du coup, tu as joué à ce jeu et tu ne te rappelais plus son titre. Ça, c'est quand même vraiment malheureux. C'est moche, hein, les jeux qu'on télécharge comme ça et qu'on consomme sans connaître leur nom. C'est terrible. Comme autant de visages anonymes qu'on croise dans le métro, sauf que là, ce seraient des visages anonymes qu'on croise dans le métro avec lesquels on passerait entre 30 et 60 heures C'est chacun. scandaleux. Moi, j'ai passé 80 heures sur un jeu où tu joues des Yakuza, j'ai oublié le nom de la série du jeu. Ah ouais, j'ai entendu parler de cette série. Je crois que c'est Shenmue, c'est ça? Oui, c'est ça. Retourne à Rio. Non, mais donc pour revenir au sujet de la fin du monde dans les jeux vidéo, un élément qui pour moi m'a motivé à faire cet épisode, c'est que j'ai l'impression qu'on manque de mots pour parler correctement de fin du monde dans les jeux vidéo. On est très souvent tenté de juste dire post-apocalyptique, alors que comme Majora's Mask et comme The Outer Wilds, il y a des jeux qui se passent pendant la fin du monde ou alors qui simplement parlent de fin du monde comme Breath of the Wild et c'est pour ça que je voulais beaucoup parler de la série des Legends of Zelda parce que pour moi c'est une série qui parle de fin du monde, c'est une série qui a vraiment la fin du monde ancrée dans son ADN, que ce soit quand on explore des ruines de civilisations de jadis désormais perdues, ou qu'on essaye d'empêcher le monde d'être ravagé par Ganon, ou que on essaye de recoller les morceaux après que le monde a été ravagé par Ganon, avec différentes timelines. C'est génial, on s'éclate, merci Nintendo. Je pense que on ne devrait pas parler que de jeux post-apocalyptiques, mais on devrait aussi pouvoir parler de jeux, et c'est là que je propose du vocabulaire, et ce sera ma hot take. Je pense que The Legend of Zelda est au choix une série méta-apocalyptique ou méso-apocalyptique, selon qu'on parle de simplement parler de la fin du monde ou qu'on soit au milieu de la fin du monde. The Outer Wilds, pour moi, c'est vraiment le jeu méso-apocalyptique par excellence, puisque on a cette étoile qui explose toutes les 20 minutes, on retourne en arrière et on est de nouveau confronté à l'étoile qui va exploser dans 20 minutes. D'ailleurs, je me demande à quel point l'idée de faire The Outer Wilds a été inspirée par Majora's Mask, qui avait une mécanique où c'était pas 20 minutes, mais 3 heures, ou bien... J'ai plus les valeurs en tête, mais oui, c'est ça. Non, c'était une journée in-game se passait à peu près en 1 heure de jeu dans la vraie vie. Et avec le champ qui ralentit le temps, ça allait 2 fois plus lentement. D'accord. Donc, ça donnait entre 3 et 6 heures de jeu en continu pour arriver au bout. Donc c'était pas les mêmes enjeux. Le dernier jeu dont on va parler, c'est, alors tenez-vous bien, c'est Tales of Xillia 2 sur PlayStation 3, le JRPG où pour progresser dans le scénario, il faut, et je ne mens pas quand je dis ça, rembourser sa dette en allant sur Internet avec son téléphone portable. Qui est un jeu où il y a des milliards de réalités parallèles qui menacent de détruire la réalité principale, et du coup, quoi de mieux que de se rendre dans les réalités parallèles et de les détruire soi-même avec ses propres mains. Ce qui fait que c'est un jeu où on provoque régulièrement des fins du monde dans le but d'empêcher la fin de son propre monde. Les questions philosophiques, éthiques, morales et même métaphysiques que cela pose, eh ben, vous pourrez vous les poser vous-même. Est-ce que, Nicolas, tu avais quelque chose que tu voulais dire à nos auditeurs? Est-ce que tu veux plug ton SoundCloud pour que les gens te payent 0,5 € pour ton EP? J'ai même pas de SoundCloud, mais
Non, j'avoue, j'ai même pas de mots de sortie. Je pense que c'était très intéressant. Moi, les notions de méso-apocalyptique et de Méta-apocalyptique. méta-apocalyptique, j'avais jamais pensé que ces préfixes-là, donc je creuserai le truc. Et si je ne suis pas d'accord, comme ça, voilà, ça fera l'objet d'un podcast que je créerai moi-même pour répondre aux hot takes de l'auteur de celui-ci. Très bien. Eh ben, je te remercie d'être venu, Nico. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast qui appartient à Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Vous pouvez retrouver Hot Takes et Slow Burn sur Instagram et sur Twitter en cherchant @takesburn. Vous pouvez retrouver le site internet et vous pouvez nous retrouver partout où on retrouve des podcasts, sur Apple Podcasts, sur PodCloud, sur votre podcatcher préféré. Du coup, tu n'avais pas de mot de la fin? Non. Eh oui, n'oubliez pas, quel que soit le problème, la racine, c'est probablement le capitalisme. D'ici là, je suis Mythlamite et n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.